Alors, nous allons essayer de raconter la vie d'un grand homme compliqué, un peu schizophrène peut-être. Oui, compliqué, divisé et aussi difficile à saisir parce qu'on ne connaît pas tout. C'est ça le problème qui touche Dante Gabriel Rossetti, comme d'autres d'ailleurs de ses amis pré-raphaélites. Hein, leur existence est voilée d'un peu de mystère, parce que les héritiers se sont empressés de faire disparaître un certain nombre de documents, et en particulier tous les documents épistolaires gênants. Alors, on a voulu immédiatement faire autour d'eux un mythe. Une vie, une œuvre. Dante Gabriel Rossetti. Une émission de Jean Dève et de Jean-Claude Loiseau. Sarah Wilson, vous vous intéressez beaucoup à Rossetti, c'est-à-dire au fond à l'art anglais du 19e siècle. Nous sommes à Londres et ensemble, nous allons visiter, découvrir l'œuvre de Rossetti ici à la Tate Gallery. Alors, en quelques mots, comment situer le génie un peu fou de Rossetti? Rossetti se croyait héritier de Blake. Il est né 9 mois exactement après la naissance de William Blake. Et évidemment, l'opinion des étrangers, c'était un peu bizarre à propos de l'art anglais. C'est pas que tous nos peintres étaient fous. Et l'étrangeté de Rossetti, c'était en effet parce qu'il n'était pas anglais, mais il faut considérer les œuvres des pré-raphaélites dans le contexte de la peinture du 19e à cette époque. Pour moi, Rossetti, c'est une époque de ma jeunesse. Pour moi, Rossetti, c'était les peintures, les poésies que j'ai découvertes à Oxford. C'était les espaces du Oxford Union, le plafond arthurien. C'était toute une sorte de poésie, pas adolescente, mais mélancolique. Et pour moi, c'est une sorte de nostalgie. Je vous présente également mon collègue Dr. Caroline R. Scott, qui est juste derrière moi, qui va nous expliquer un peu plus minutieusement la position de Rossetti dans l'art du 19e en Angleterre. Alors, nous allons entrer à la Tate Gallery, mais il y a quand même un mot à dire à propos du vent qui souffle et qui est très fort, et de la Tamise verdâtre. Il est devant moi, ça a coulé à l'époque de Spenser, et peut-être c'est Spenser qui a dit « Sweet Thames, run softly till I end my song ». Mais il y avait une chose que j'aurais voulu dire, que Caroline m'a fait remarquer à propos de cette salle que nous allons découvrir. C'est-à-dire que vous savez que le principe de la Tate Gallery, c'est de faire des expositions changeantes qui circulent. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que dès le premier accrochage de notre nouvel directeur, Nicholas Sirota, il y avait mélange de la peinture anecdotique et réaliste victorienne et les pré-raphaélites. Pour Caroline, c'était beaucoup plus intéressant pour elle et pour ses élèves de voir comment la peinture pré-raphaélite s'insérait dans un contexte où le réalisme avait toute sa symbolique et son importance. C'est une sorte d'expression de fantasme qui ne correspond pas à la réalité de la peinture à cette époque. Nous entrons. Okay. Peintre et poète, Dante Gabriel Rossetti est un artiste qui a transformé l'esthétique de l'Angleterre victorienne tout en influençant en profondeur la société de son temps. Avec quelques amis, il fonde un club, les pré-raphaélites, qui imposera un nouveau réalisme en art, mais aussi une nouvelle spiritualité. Aucun domaine ne leur est étranger. Les arts plastiques, le roman, la poésie, les arts décoratifs, la philosophie sociale, la religion, la mode. Les thèmes de Rossetti, plus exactement ses obsessions ou ses fantasmes purs,
à l'égard de deux modèles comme Lizzie et Jane, sont le produit d'une mythologie personnelle fascinante. Revient, de manière inlassable, le visage presque androgyne de la femme à la chevelure rouge et au regard vide, porteur d'un évangélisme morbide. Gérard Georges Lemaire. Rossetti avait rencontré une jeune femme qui vendait des gants dans un magasin de Londres. Il s'était tout de suite enthousiasmé. Alors on ne sait pas dans quelle mesure s'était enthousiasmé. Est-ce que s'était enthousiasmé comme modèle parce qu'il était à la recherche, comme tous ses compagnons, de modèles qui correspondent à ses idéaux, ou il s'était tout simplement enthousiasmé pour cette jeune femme parce qu'il en était tombé amoureux. Quoi qu'il en soit, elle a bel et bien servi de modèle à Rossetti, qu'il l'a utilisé de plus en plus. Et les choses sont allées beaucoup plus loin, parce qu'il a voulu faire d'elle un artiste. Et dès l'année 1855, on trouve des œuvres communes des deux. Et elle va commencer une petite œuvre, modeste, certes, mais pas du tout méprisable. Et elle va se limiter, bien sûr, à l'aquarelle ou au pastel. Elle ne va jamais réaliser de tableau. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de tableau de cette femme qui s'appelle Elisabeth Siddal. Et cette belle histoire d'amour qui prêterait un roman de gare, si l'on veut, va se terminer extrêmement tragiquement, comme veut la tradition de ces romans sentimentaux. Elle va tomber gravement malade, et cela va devenir pour Rossetti un véritable martyr. Il va souffrir ce déclin très lent et très fastidieux, et celle-ci va mourir dans des circonstances absolument rocambolesques. Là, il y a un coup de théâtre à la fin de cette vie extrêmement malheureuse. Et là, personne n'a jamais pu tirer au clair ce qui s'est passé. Il y a eu des témoins, en particulier le poète Swinburne, qui était présent à ce moment-là. En tout cas, les rapports de police ont établi qu'elle serait morte en l'absence de Rossetti, et voilà. Sa réaction, Jacques de Langlade. Quand Lizzie Siddal est morte, elle s'est probablement suicidée. C'est pas tout à fait certain, c'est pas tout à fait sûr. Don Gabriel, quand elle a fait cette crise qui venait du fait que Don Gabriel la trompait d'une façon honteuse, venait du fait que Lizzie Siddal était tuberculeuse au dernier degré. Et quand elle a dit à Don Gabriel ne pars pas, elle savait qu'il allait chez sa maîtresse Fanny Cornford, c'était pas encore Jane Morris. Et quand Elisabeth lui a dit ne pars pas, si tu pars, je prends le laudanum en question, et que Don Gabriel lui a acheté le flacon de laudanum en lui disant prends tout, il a accompli peut-être ce que Gilles appellerait un acte gratuit. C'est-à-dire qu'il était habitué à ces crises d'Elisabeth Siddal. Elle était habituée à ses départs précipités. Et quand il est revenu, qu'il a trouvé cette femme morte, d'un seul coup, il est sorti de son imaginaire. Il est sorti de son contexte habituel de peintre devant sa toile, de poète devant sa feuille blanche, de débauché, il faut bien le voir, dans une maison de prostitution ou avec Fanny. Et là, il y a une scène absolument incroyable. C'est que d'un seul coup, il se rend compte de ce qui s'est passé. La scène incroyable se poursuit. Il sort de la chambre de Lizzie Siddal, qui est étendue morte. Il prend les manuscrits de tous les poèmes qu'il avait alors écrits. Il les met à côté du cercueil. On enterre Lizzie Siddal. 8 ans après, Don Gabriel ouvre la tombe, découvre intact le cadavre, probablement conservé grâce aux énormes doses de chlorate et de laudanum qu'avait pris Elisabeth Siddal. Il y a la même chose dans le Nana de Zola. Nana est également retrouvée avec la chevelure rousse éblouissante. Il reprend son manuscrit, on imagine la scène extraordinaire. Il le fait nettoyer par des produits chimiques et il publie sous quel titre ? The House of Life, la maison de vie.
Large, lovely arms and a neck like a tower, bosom then heaving that now lies forlorn, kindled with love breath, the sun's kiss is colder. Thy sweetness all near me, so distant today. My hand round thy neck, and thy hand on my shoulder. My mouth to thy mouth, as the world melts away. Qu'est-ce qu'il cherche à travers Elisabeth Siddal? Bon, je suppose qu'elle a un corps, qu'elle a un visage que l'on va retrouver ou par elle ou par d'autres, toujours très exactement dans l'œuvre picturale. Ça a commencé, c'était extrêmement compliqué comme tout ce qui les concerne. Il y avait une clause au début de la formation du groupe, au moment où on va commencer à établir une espèce de contrat moral entre les membres de la confrérie préraphaélite. Et là, je fais une toute petite parenthèse pour dire qu'il s'agit de tout jeunes gens. Lorsque la confrérie est créée, ils ont entre 17, 18 et, disons, et 22 ans. Ils sont tous étudiants à l'Académie des Beaux-Arts, sauf le frère de Dante Gabriel Rossetti, qui est écrivain, avec lui qui n'a aucune vocation artistique, et un autre jeune homme qui va devenir critique, qui s'appelle Stephens. Et l'une de ces clauses voulait que lorsqu'un des peintres du groupe, l'un des artistes, rencontrait un modèle qui répondait exactement à ce qu'il attendait d'une certaine représentation, il devait représenter ce modèle avec la plus extrême exactitude. Et l'idée du modèle était pour eux une volonté de donner un corps, de donner une apparence physique extrêmement précise à leur fantaisie, à leur monde imaginaire. Hein, c'est vrai, plus encore chez Rossetti que chez les autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de femmes qui vont compter dans sa vie et qui va dépeindre d'une manière obsessionnelle. Alors c'est le cas de sa propre femme, Elisabeth Siddal, mais c'est le cas aussi de la femme de William Morris, Jane Morris, qu'il va peindre beaucoup, avec qui on suppute aussi une relation amoureuse, mais on n'a jamais su de quelle nature fut cette relation amoureuse. Ça va être le cas aussi d'une maîtresse, alors là, d'une maîtresse en titre, qui s'appelle Fanny Cornsworth, qu'il surnommait l'éléphant. Mais c'est vrai aussi pour d'autres artistes comme Hunt, comme Millet, qui tous ont soit que des femmes qui vont épouser, soit que leur maîtresse, soit qu'avec des modèles professionnels, avoir ce même type de relation. Silencieux. On va vous montrer les tableaux principaux avec l'ange. Celui qui s'appelle Beata Beatrix, là, et la Proserpine. Donc il n'y a que 4. Alors tout d'abord, Sarah, on va essayer de parler de la salle qui est immense. Et il y a énormément de tableaux. Pas forcément tous de Rossetti. Alors, une première question, est-ce que vous avez toutes les deux une clé pour entrer dans l'imaginaire de Rossetti? Par exemple, il y a énormément de femmes, il y a des lèvres, il y a des regards vides, il y a des chevelures, il y a quand même toute une iconographie que j'aimerais bien que vous décriviez, vous. Oui, c'est pas seulement Rossetti, cette imagination. Il partage un peu l'imagination de son époque. Il y avait un terreur des femmes menaçantes. Il y a le symbolisme des fleurs associées avec le mort. On trouve partout dans la peinture victorienne. Alors, Rossetti, il prend ces thèmes et il focalise sur ces thèmes au point de l'obsession.
Ce qui me vient d'esprit, c'est toute une atmosphère, tout un parfum. Et il faut bien comprendre le contexte de cette production. Il faut bien le voir situé au berceau de cette grande nation coloniale, industrialisée, avec une nouvelle classe de marchands qui ont acheté beaucoup de la peinture pré-raphaélite. On n'a qu'à aller au musée de Leeds pour voir ça et voir tout ce côté fantasme, peinture, pas d'histoire, mais peinture de légende, peinture de féerique, peinture religieuse, comme une sorte de contrepoids spirituel à une époque très très matérialiste. Et c'est une question toujours dialectique. On voit toute cette peinture alanguissante, mélancolique, très érotique, mais avec un côté suppression très très évident. Et il faut le voir toujours dans son contexte. Et le contexte religieux est aussi quelque chose d'important à souligner. Évidemment, toujours en contresens, contre ce matérialisme envahissant. Il y avait une nouvelle spiritualité à cette époque qui était cristallisée autour de ce qu'on appelle le Oxford Movement. C'était une sorte de rencontre entre l'anglicanisme de l'Église de l'Angleterre, bien sûr, mais qui est devenu plus ce que nous appelons plus haut, un anglicanisme qui approchait le catholicisme, un anglicanisme qui a voulu tout le côté symbole, incense, ce que nous appelons bells and smells, ça veut dire les clochettes, la musique, un anglicisme beaucoup plus spiritualisé. Et beaucoup de ces jeunes hommes qui étaient à Oxford, qui étaient en prise dans cette situation religieuse, se sont tournés vers un catholicisme. Et c'est pour cette raison qu'à Oxford se trouve un autre lieu de pré-raphaélitisme dont la collection, la Tate Gallery, c'est une collection supplémentaire, mais pas encadrée, comme les Holman Hunt à Keble College, comme le plafond de l'Oxford Union dont j'ai parlé, comme la petite pièce qui se trouve dans la chapelle de mon ancien collège, Lady Margaret Hall. Il fallait là, vous trouvez la peinture raphaélite dans son cadre spirituel qui est très important. Alors approchons-nous peut-être d'une toile que vous aimeriez regarder d'un peu plus près. On peut commencer avec cette toile et qui est Ancilla Domini. L'Annonciation. L'Annonciation, oui. Exact, on voit l'ange à gauche qui est très proche à Mary, la Vierge, sur un lit. Alors, une question me vient tout de suite. Moi, ce qui me fascine, c'est quand même le mouvement des lèvres. Mais pourquoi vous vous obsédez avec les lèvres ? Par exemple, on retrouve ces lèvres-là dans toute la peinture de Rossetti, mais aussi, par exemple, chez Oscar Wilde. C'est absolument vrai, mais c'est une peinture clé pour le modernisme. Et en dépit du fait que nous allons parler beaucoup de lèvres, je préférais que vous regardiez par exemple d'abord sa blancheur étonnante, qui a frappé beaucoup le public de l'époque. Et c'est Caroline m'a montré une lettre de Rossetti où il a parlé de la manière dont ça prévoyait les peintures blanches de Whistler, par exemple. En effet, il a choisi une palette extrêmement réduite. Il n'y a que le blanc, le bleu, le rouge et les nimbes auréolées qui sont dorées, bien sûr. Et le jaune. Oui, oui. Mais c'est le dépouillement de la peinture qui est extraordinaire et la manière dont il montre une vierge presque adolescente, effrayée, dans son lit sans drap, qui n'a pas du tout l'air enthousiasmée ni excitée par l'arrivée de l'ange. Elle a plutôt Elle était effarée. Elle était effarée et il faut savoir que Rossetti est allé chercher une fille avec des cheveux rouges pour ne pas rompre cette palette très stricte. C'est Caroline qui a remarqué que cette manière de faire les petites traces de cheveux, c'est presque une sorte de configuration des veines et le sang. Toute la peinture est transparente. Strange angels singing just for me. Old stories haunting me. Big changes are coming, here they come. A little while, a little love,
may yet be ours, who have not said, the world it makes our eyes afraid to know that each is thinking of. Not yet the end, be our lips dumb, in smiles a little season yet. I'll tell thee, when the end is come, how we may best forget. John Ruskin avait établi 2 types de vérités. Il faut une vérité de caractère naturaliste, d'un respect absolu à la nature, donc une volonté de représentation du monde physique sans la moindre intervention de dimension imaginaire, et d'autre part le respect de la vérité morale. Alors, l'un et l'autre ne font pas bon ménage. Et à une époque où triomphait en France le réalisme avec Courbet et Champfleury, eux, ils vont complètement s'éloigner de ce domaine-là. C'est-à-dire que l'histoire de l'art anglais va prendre une voie presque aux antipodes de la nôtre. Pour cette raison-là. Et je crois que l'idée féminine qu'ils vont poursuivre va être prise dans cette aporie totale, c'est-à-dire cette volonté de représenter ce qui était un petit peu leur souhait d'origine, de représenter l'être humain ou les choses, ou un paysage, avec une précision méthodique extrême. Et d'autre part, d'avoir ce souci de créer un univers mythologique, mais là, en créant une mythologie personnelle. Donc l'idée de la table ronde avec le chevalier autour du roi Arthur, ça les fascinait beaucoup, et je crois qu'ils ont vécu leur histoire un petit peu de cette façon. Historiquement, la confrérie a duré 3 ans, 1848, 1851. Oui. C'est lié aussi au fait qu'ils ont créé une revue, très curieuse revue, qui s'intitulait The Germ, le germe. Et si on lit les poèmes, les récits, les nouvelles, si on voit les quelques gravures qui figurent dans cette revue, on voit très bien quel genre d'espace ils veulent investir. Quelle est la charte des préraphaélites ? La charte, c'était surtout de refuser tout ce qui était après la peinture de Raphaël, et particulièrement la peinture de la fin de la vie de Raphaël, où tout était trop léché, où tout était trop apprêté, et de revenir, en fait, au regard des peintres du Trecento, au regard des peintres italiens primitifs, voir les peintres Quattrocento, et naturellement Michel-Ange et Léonard de Vinci, mais surtout de regarder le tout avec un œil naïf, dans le sens neuf. Le regard un peu ébloui de l'enfant qui contemple et qui a évacué toutes les images précédentes, des toiles précédentes. Ruskin, d'ailleurs, qui était le grand maître de l'art anglais, qui était professeur à Oxford, qui était un être tout à fait curieux, parce que Ruskin, il faudrait un jour s'en occuper, parce qu'il était tout de même un garçon qui, étant le grand maître reconnu, incontesté, incontestable de l'art anglais, s'est tout de même fiancé à 50 ans avec une petite fille de 9 ans. Alors il y a quand même quelque chose de tout à fait surprenant, et il a quand même divorcé d'avec Effie, sa femme, qui ensuite a épousé Millet. Il s'est fiancé à Londres ? Il s'est fiancé à Londres, oui. Et il a été annulé pour non-consommation du mariage avec Effie Millet. Enfin, Effie Ruskin et Effie Millet. Il y a quand même un personnage qui a été en extase devant Dante Gabriel, en extase devant Lysicidal, et qui a, le premier, immédiatement, dit oui, Dante Gabriel, c'est un peintre complètement nouveau. Il disait la même chose à propos des poèmes ? Ah non, il lui interdisait de faire des poèmes. Vous êtes complètement fou. Vous devriez me peindre des rochers, vous devriez me peindre des cascades, vous devriez me peindre des arbres tordus, parce que Ruskin était un peu particulier lui-même. Et au lieu de ça, vous me faites des poèmes qui ne riment à rien, que vous ne publierez jamais, qui n'ont aucune espèce de valeur ni de qualité.
vous êtes Et alors, quand Rossetti lui répondait que ça n'empêchait pas sa peinture, que les rochers et les cascades, ça ne l'intéressait pas du tout, et qu'il ne préférait peindre Elisabeth Siddal ou Jane Morris, ou éventuellement Effie Ruskin, et Ruskin lui disait, vous êtes un singe mal élevé de me répondre, c'est moi qui sais ce que vous devez faire, et vous n'avez rien d'autre à faire que ce que je dis. Et c'était tout ce contexte, et alors évidemment en plus, dans le contexte victorien de l'époque, comme disait la reine Victoria, I'm not amused. C'est-à-dire, tout ceci ne m'amuse pas beaucoup. Parce qu'en effet, on arrive très vite, et c'est vrai, aux Naughty 90s, et très vite à la période de la décadence, et à la période de Beardsley, à la période de Simon Salomon, à la période de Whistler, lequel Whistler était en admiration devant Dante Gabriel. Dantis Tenebrae, à la mémoire de mon père. Et sais-tu vraiment, quand sur les fonds baptismaux, avec ton nom tu me donnas le sien, que sur ton fils Béatrice a dû poser les yeux selon son habitude, m'acceptant comme un de ceux qui hantent le val des mystères noirs et magiques qui mènent aux collines où demeure la trace des pas de son poète, et où la vivante fontaine de la sagesse tremble en musique. Alors, je pense que Dante, la vie de Dante est très importante dans la vie de Rossetti. Et comment est-ce qu'il va essayer de l'interpréter pour en faire justement son manifeste ? La vie de Dante est importante pour les raisons biographiques. C'est l'histoire de son père. Son père, en plus, va l'appeler Dante. Donc, il y a le problème du nom qui va immédiatement provoquer un effet d'identification. Son père, Gabriele Rossetti, est un érudit, c'était un grand spécialiste de Dante. Et cet homme est né dans une très bonne famille des Abruzzes et a été employé par les Bourbons comme conservateur de leur musée, qui était privé bien sûr à l'époque, qui est devenu Capodimonte, conservateur des bronzes antiques. Après quoi, il a collaboré avec Rossini à des libretti d'opéra. Il a eu une activité assez importante à Naples. On lui a confié un certain nombre de travaux importants. Et il avait commencé ce travail gigantesque sur Dante, où il voulait démontrer que la Divine Comédie était une œuvre antipapale, essentiellement. Que c'était le grand ressort de l'œuvre poétique de Dante, était ce souci de lutter contre l'influence néfaste du pape. Il est devenu Carbonari et il s'est dressé contre les Bourbons. Bon, la tentative d'insurrection ayant échoué, il a dû s'exiler, comme beaucoup de ses compatriotes, et après un bref séjour à Naples, il est venu en Angleterre. Et là, il s'est marié très vite avec une fille Polidori. Et donc, il s'est retrouvé immédiatement dans un milieu qui était le milieu des radicaux, ou des descendants de ces radicaux du tournant du siècle, fin 18e, début 19e siècle, qui était le monde de William Blake, qui était le monde de Mary Wollstonecraft, qui était aussi le monde de Byron, puisque Polidori a été le médecin et l'ami de Byron. Donc, il a été très lié à cet univers. Et lui-même a poursuivi son travail critique sur Dante et publiant sans arrêt des essais sur Béatrice. Il a écrit un essai de 700 pages sur Béatrice, qui est une chose que j'ai entrevue et qui est absolument vertigineuse. Donc Rossetti a donc passé son enfance dans cette atmosphère-là. Alors on raconte qu'il avait des dons extrêmement précoces de dessinateur, qu'il aurait commencé à dessiner à 4 ans, qu'à l'âge de 8 ans, il aurait déjà lu Shakespeare et Dante, et qu'il, très vite, en tout cas, il a affirmé des qualités aussi bien littéraires que des qualités de dessinateur. Ça a été extrêmement rapide et contrairement à beaucoup de vocations artistiques qui naissaient à l'époque, la sienne n'a jamais été brisée. Au contraire, elle a été encouragée, si bien qu'il est entré très jeune dans une école de dessin et qu'ensuite il est entré aux écoles préparatoires de l'académie.
Il va en plus prendre ces choses-là très au sérieux parce qu'il n'est pas encore entré à l'Académie des Beaux-Arts, la Royal Academy, qu'il a déjà traduit la Vita Nuova de Dante. Enfin, une traduction qui a été fort critiquée depuis, mais qui, au fond, est toujours une traduction publiée et lue. Et très vite, il va également donner des interprétations plastiques des œuvres de Dante, et bien entendu de la Vita Nuova, qui est malgré tout une transposition de l'existence de Dante, telle qu'il l'a voulu lui-même. Et on s'aperçoit, à partir de ce moment-là, qu'il va tenter d'écrire une sorte de paradigme d'existence, c'est-à-dire une espèce d'autobiographie détournée et transposée à travers les épisodes dantesques qui sont essentiellement ceux de la Vita Nuova. D'ailleurs, il va beaucoup illustrer la Vita Nuova et beaucoup moins la Divine Comédie. Et ça prend une ampleur curieuse, puisque lorsque sa femme meurt, il était en train de peindre un tableau et celle-ci servait de modèle pour cette œuvre, et elle devenait, dans ce contexte, la Béatrix de Dante. Vous l'avez là? Oui, je dois la voir quelque part dans un livre anglais. Voilà. Hein, d'ailleurs, il intitule le tableau Beata Béatrix. Et ce qui était d'ailleurs un titre étrange lorsque l'on voit ce visage souffrant. Hein, elle a les yeux fermés, elle est dans une position implorante. L'on voit derrière un ange et Dante. Alors là, il y a une chose assez extraordinaire, mais qui là aussi sort du mysticisme dantesque qui s'était affirmé dans cette œuvre. Il y a le Saint-Esprit, mais sous la forme d'un oiseau rouge, qui vient lui apporter une fleur blanche. Alors là, il y a bien sûr plusieurs interprétations possibles, mais dont je me garderai bien, parce que je me méfie beaucoup de Rossetti dans ce domaine. Ce que je pense souvent, c'est d'abord, il a été assez peu scrupuleux, et ça à dessein du texte d'origine, et en même temps, il avait un univers dont on n'a pas toujours les clés, dont on n'a même presque jamais les clés. Et en fait, c'est souvent plus simple de comprendre sa démarche lorsqu'il a lui-même écrit un poème qui accompagne un tableau. Sarah Wilson et Caroline Arscott, nous sommes toujours à l'intérieur de cette grande galerie de la Tête Gary, où se trouve un certain nombre de Rossetti. Alors là, nous sommes devant une toile qui représente la mort. Oui, la mort. This is Dante's Amor, which was painted on panel by Rossetti. Alors la vie de Rossetti se veut scandaleuse, et malgré tout, la toile peinte respire une sorte de plénitude, de calme. It's the calm of melancholy and death, I think, because in the two corners of the canvas we have the face of Christ at the top, and in the realm of the moon, the face of the dead Beatrix, who is in fact taken from the model Elizabeth Siddal, Rossetti's lover and then wife. Alors, introduisons la vie de Rossetti dans cette toile est complexe parce qu'en effet, dans le coin en haut, on voit le visage du Christ soleil, mais en bas à droite,
on voit le visage d'Elizabeth Siddal, son amant et prochainement son épouse, qui est préfigurée comme mort déjà. Elle est encadrée du croissant de la lune, mais en effet, elle est en train d'approcher le Christ par encore un mouvement diagonal, mais à travers de ce personnage central qui est l'amour. Ça veut dire dans un certain sens que cet amour bloque son passage vers le Christ, et ça veut dire que la figure centrale, ce n'est pas simplement l'amour, mais c'est toujours Rossetti, l'artiste lui-même, et donc c'est une peinture très complexe où la question amour humaine et amour spirituel se sont littéralement entrecroisées. Je trouve qu'il y a quelque chose du peintre primitif. On pense par exemple à Giotto. Les étoiles dorées sont faites presque de la main d'un enfant. En effet, vous avez raison, parce que cette peinture suscite beaucoup de souvenirs de la peinture siennoise de l'époque de Giotto. C'était en effet la sorte de programmation du fraternité pré-raphaélite, parce qu'il voyait dans cette peinture une spiritualité supérieure à la peinture qui suivait Raphaël, la sensualité de la Renaissance, etc. Et en effet, en adoptant cette mode primitive, on pourrait dire, qui rappelait cette peinture italienne, il brisait délibérément avec les conventions de l'Académie britannique. Nous allons vers Beata Beatrix, enfin. Beata Beatrix, c'est une femme au fond qui ferme les yeux et qui ouvre la bouche. Yes, I think so. Here we have the moment of death figured as the moment of ecstasy. And it's certainly a very erotic picture in which the soft treatment of the paint seems to be equivalent to the disintegration of the body through a process of erotic abandonment. En effet, oui, c'est le moment du mort qui est à la fois le moment de l'extase sexuelle. Et on voit par le traitement flou de cette peinture, c'est une sorte de signification de l'abandonnement dans la mort, la dissolution du corps, dans ce moment où l'âme abandonne son carapace humaine. Vous ne trouvez pas que le visage quand même est marqué par une sorte de souffrance quand même, plus que d'extase ? Évidemment, sa vie était très très pénible à ce moment. On savait qu'elle allait mourir et en effet, le pavon blanc qu'on voit en bas, emporté curieusement par un colombe rouge, c'est le pavon et du sommeil éternel, mais le pavon qui symbolise aussi l'opium avec qui les Isidles s'est suicidé. Déjà en 1960, comme vous savez bien, Rossetti tournait vers des autres femmes et d'autres modèles. Et la fin de sa vie n'était que cette souffrance qui se mêlait avec son amour. Alors en contrepoint, quand même, le regard des femmes a quelque chose de rêveur, presque de vide. Oui, je dirais plus, en particulier dans la Beata Beatrix, qui pour moi est la plus grande toile de Rossetti, pour moi, l'un des plus grands tableaux du 19e siècle, l'un des plus grands. Et le regard est complètement intérieur. Il y a un désespoir intériorisé. Il y a une espèce de fatalité. Et puis, il y a une approche qui me paraît très caractéristique, une approche de la mort. Les mains croisées, comme pour une prière. Dante, qui vient au-devant, qui vient chercher la Béatrice. C'est la Beata Beatrix. Et il n'y a aucune espèce de doute que cette toile et ce regard de Siddal et cette chevelure, aucune toile de Jane Morris ou d'Alexa Wilding ou de Fanny ou d'autres, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres, et Maria Spartelli, aucune autre toile ne montre ce regard de Siddal, qui était un regard d'une malade, c'est sûr, qui était un regard complètement bouleversant. Enfin, moi, je trouve que la ferveur qui passe
dans les yeux clos d'Elisabeth Sinnal est quelque chose d'extraordinaire. I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. Quelle figure blanche a passé le pas de la porte, sœur Hélène? You're walking, and you don't always realize it. But you're always falling. Une âme perdue comme la mienne est With perdue, each step, petit frère. you fall forward slightly. And then catch yourself from falling. Ô Marie, Over and notre over. mère, You're perdue, falling. perdue, tous And then catching perdus, yourself entre l'enfer et from le falling. ciel. And this is how you can be walking and falling at the same time. Après la disparition de sa femme, il va commencer un nouveau type de travail où là, on va avoir des scènes somptueuses avec des visions de femmes extraordinaires qui deviennent d'une beauté tapageuse mais jamais vulgaire, mais en tout cas qui dépasse presque l'entendement. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il se trouve un modèle, il se produit un événement considérable, comme un séisme intérieur d'une grande violence. Hein. Et nous, on est par contre-coup pris par ces visions, parce que ce sont de véritables visions de femmes somptueuses, habillées de vêtements anciens, dans des cadres tout à fait sublimés, entourés. Alors là, c'est une chose qui va emprunter à la Renaissance italienne, mais qui va jouer autrement, ou au maître flamand, entourés d'instruments de musique anciens, d'objets singuliers, de meubles très rares et raffinés. Hein, il y avait cet esprit-là qui a dominé. Et là, on entre dans le domaine du fantasme pur. On entre dans un monde qui n'a plus aucun lien avec le sens commun. Hein, c'est ce qui va d'ailleurs le séparer de pas mal des amis du début, comme Millet, qui lui va sacrifier au rite de l'art bourgeois avec un talent extrême. Mais quand vous dites qu'il il cède au fantasme pur, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est possible, ça? Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est la tendance qui a été la sienne. C'est-à-dire qu'il va succomber à la tentation de ne plus avoir de lien avec ce qui aurait pu être les codes de son époque. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous, profondément dans Rossetti? Ce qui m'intéresse profondément, c'est un état de l'art, alors que ce soit l'art poétique ou l'art plastique, pictural, qui se délivre par un dispositif qui met en jeu une culture déformée. Hein, c'est ça qui commençait à cette époque-là. Il y avait dans l'histoire de notre civilisation un jeu culturel, pour dire les choses très simplement, qui était un jeu référentiel, savant certes, mais qui avait sa clarté. Et avec Rossetti et avec un certain nombre de ses contemporains vont apparaître des éléments de perturbation dans ce jeu. C'est peut-être ça qui m'a fasciné. C'est un monde où tout, malgré tout, est soumis non seulement à des clés, ce qui ne serait pas une chose nouvelle, mais à un certain nombre de clés et de codifications
qui échappe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de transparence totale de l'œuvre. Il y a une volonté de laisser des choses cachées, et ces choses qui demeurent en cachées jusqu'à ce jour. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les soustraire par la connaissance, par l'approfondissement des choses. On peut les supputer, on peut les sentir, bien sûr, on peut les deviner, mais jamais on n'obtiendra une réponse. Alors, c'est pas le côté mystérieux qui me fascine là-dedans, vous en doutez bien. C'est pas parce qu'il y a des choses incompréhensibles que soudain elles deviennent passionnantes et pleines de profondeur. Mais il y a quelque chose qui se joue dans ces œuvres qui devient gênant. Il y a une volonté aussi de perversion des signes qui est extrêmement profond, et qui est déjà le signe d'une modernité qui peut-être est une maladie, mais qui va aller jusqu'à nous. Hein. Je crois qu'il y a déjà un moment de passage douloureux, pénible, embarrassé et en même temps superbe, qui se manifeste dans son œuvre. Oui, il y aurait là une modernité comme maladie chez Rossetti et chez Baudelaire une modernité comme éthique. Peut-être, oui. Nous allons voir Proserpine. Oui, mais c'est le sommet de ce qu'on veut dire. Chez Proserpine. J'étais toujours fou de Proserpine et son histoire de grenade. J'étais toujours folle de grenade. Mais il y a des... Ne meurt pas. La grenade est mordue. Mais elle s'est mordue symboliquement. C'est mordu, mais c'est les 6 pépins de grenade qui vont dire que la moitié de sa vie, elle doit rester avec le roi de l'enfer. Et tout ce qu'il y a de symbolique dans cette toile qui touche les questions d'un mélancolie, la mélancolie liée avec la connaissance sexuelle, c'est très profond. We come back to the question of the lips here, because the open fruit is compared within this picture to the red of her lips, and the suggestion is that the mouth is like a wound within the face, and there are certainly sexual references here, and a suggestion of that the loss that is thematized is the loss of castration. Évidemment, les lèvres voluptueuses de Proserpine sont tout à fait frappantes par rapport à la mordure dans la surface du grenade. On pourrait dire même que ces lèvres, soi-disant voluptueuses, sont en effet une sorte de blessure dans sa visage. Une blessure qu'on pourrait lier en discours psychanalytique à la castration et ses complexes. Est-ce qu'il n'y a pas de bouche? Une bouche végétale et une bouche charnelle? Yes, exactly. Caroline est d'accord. Certainly, and it's not just a mouth, but it's the centre of pleasure, and within the myth, it's the taking of forbidden pleasure which causes her entrapment and the punishment. C'est pas simplement la bouche blessure, mais la bouche centre de plaisir. Et dans le mythe, c'est son acquiescence à la plaisir, à la jouissance qui ont entraîné toutes les punitions qui suivaient. Toute cette histoire de mort, des pièges, de la connaissance charnelle. Il faut se rappeler ici, le modèle c'est Janie Morris, la femme de William Morris. Mais évidemment, la douleur et la mélancolie ici sont liées avec une sorte de connaissance après la chute charnelle, après le coït, on pourrait dire. Et il faut remarquer aussi une chose qu'on n'a pas parlé auparavant, c'est que les cadres sont toujours très très importants. Et ici, on voit dans le cadre doré 4 sections qui voulaient être les sections transversales du grenade, le fruit coupé qui est l'ornement, les bijoux du cadre. Qui est Proserpine?
Proserpine, c'était la fille de Cérès, la déesse de la terre, et elle était raptée par Pluton, roi de l'enfer, et elle devait être son épouse là-bas. Alors la mère de Proserpine, Cérès, elle a intercédé avec Jupiter, le roi des cieux, qui a eu pitié sur Proserpine. Mais il disait, elle peut rentrer à la terre, mais il y a une condition. Elle ne doit pas avoir mangé les fruits de l'enfer. Mais hélas, la pauvre Proserpine a mangé que 6 pépins de ce grenade somptueuse qu'elle porte dans sa main gauche. Et à cause de ces 6 pépins, c'était décidé qu'elle doit rester pour 6 mois aux enfers et 6 mois sur la terre. Et c'est l'arrivée de Proserpine chez nous qui apporte le printemps. Alors, autour de la bouche de Proserpine, il y a un double immense mouvement, un mouvement de la robe et un mouvement de la chevelure. Yes, and we can see it too in the lack of reassuring engagement that comes from the eyes. What we have, the depths of pools of eyes that don't seem to connect with the viewer at all. We have an empty gaze, which is very worrying. On a bien remarqué une espèce de tourbillon dans toutes les peintures de Rossetti qui les structure. On l'a vu dans le jeu des rondes, le soleil, la lune dans l'amour de Dante, mais ici, en effet, il y a une sorte de tourbillon qui lie la costume voluptueuse dans une sorte de velours turquoise avec la chevelure abondante de Janie Morris. Tout tourne autour dans une manière qui est à la fois mouvementé mais troublant, parce qu'il suggère qu'au centre de ce tourbillon, il y a une sorte de vide, une sorte de néant. Et cette idée d'une sorte de néant qui se trouve au centre des femmes de Rossetti, c'est préfiguré et signalé aussi par le regard vide de ces héroïnes. On voit une sorte de lac bleu, une espèce de profondeur, mais une profondeur qui ne reflète pas aucun lueur de regard. Il y a une sorte de lueur morte dans les yeux de ce Proserpine. Évidemment, ça se lie avec sa légende demi-morte, mais il y a cette lueur très troublante qui suscite toute l'histoire des regards médusants et de Rossetti dans sa peinture. Proserpine est très marquée par le double tourbillon, mais surtout par des textes écrits, je crois, en anglais et aussi en italien. Afar from mine own self I seen, and wing strange ways in thought, and listen for a sign, and still some heart unto some soul doth pine, whose sounds mine inner sense is fain to bring, continually together murmuring, woe's me for thee, unhappy Proserpine. Proserpine, pour un tableau. Lointaine la lumière qui projette de froides clameurs sur ce mur, un instant mais pas plus. Elle mena au portail de mon distant palais. Lointaines les fleurs d'Enna de ce fruit néfaste et lugubre qui, une fois goûté, m'a servi ici. Lointain ces cieux de ce gris de Tartarie qui me glace. Et lointaines, tellement lointaines, les nuits qui seront des jours qui furent. J'ai l'impression d'être éloigné de mon propre moi. Je survole d'étranges chemins en pensée, et j'attends un signe. Et toujours un cœur languit dans une âme, dont les résonances contraignent mon fort intérieur à perpétuellement les recueillir, murmurant « C'est pour toi que le malheur est sur moi !» Malheureuse Proserpine. Le caractère létal
du tableau. Là, il s'agit d'une femme qui est vue pour l'essentiel de profil, même si le visage est légèrement tourné. Gérard Georges Lemaire. Vêtue d'une robe très irréelle, presque sans époque. Hein. Donc on n'a même pas le sentiment d'antiquité. Le sentiment d'antiquité, de mythologie, nous est fourni par la lampe, essentiellement. Et une absence absolument dépouillement du décor presque total, puisqu'il n'y a qu'un mur avec une trouée de lumière. Et une lumière là assez ambiguë, parce que cette lumière qui semble venir de la position où nous trouvons-nous, spectateurs, en fait vient de l'autre côté. Hein. Donc c'est une lumière irréelle, c'est une lumière qui se trouve sur une portion du mur et qui éclaire un morceau de lierre, et c'est tout. Hein, ne s'attache pas au visage de la figurante. Et la position des mains de Proserpine est une chose assez extraordinaire, puisqu'elle a la main qui tient la grenade dans laquelle elle a mordu, et c'est cette morsure qui va l'enchaîner à jamais aux enfers, est une position presque inconcevable. Hein, c'est une position absolument pas naturelle. Donc on se retrouve, c'est pour ça que je parlais de fantasme pur tout à l'heure, puisqu'on est toujours dans la normalité, la normale absolue. On ne voit pas pourquoi, à part le fait qu'elle va nous présenter cette grenade, et que ça va devenir un des éléments d'attraction, parce que là aussi c'est une blessure. On voit cette fente dans le fruit béante, et c'est ça qu'elle nous montre. Et pour nous la montrer, il faut qu'elle ait une torsion du poignet extrêmement grand. Et l'autre main, dont les phalanges sont exagérées, là on retrouve une récurrence de ce qu'il a pu apprendre des maîtres de la Renaissance, n'est là que pour tenir ce poignet et pour présenter d'une manière ostensible ce fruit. Tout homme choisi par la sirène fait le même rêve, et c'est toujours un lieu familier, quelle que soit sa demeure dans le monde. C'est là qu'il la retrouve quand son heure a sonné. Mais quand il sombre dans le puits, c'est toute la pompe de sa mort réunie à travers le monde qu'il y attend. Car tous la servent pour exalter son triomphe. Ont-ils une âme? Ou les corps sont-ils toujours la résidence de l'âme, la proie de la sirène jusqu'au jour du jugement? Un jour à table, mamie m'offrit une pomme. Quand je l'ai prise, elle rit et dit « Ne la mange pas, c'est le fruit du vallon de la sirène. » Je ris et je la mangeai. Il y avait une tache rouge au cœur de la pomme, comme la bouche d'une femme. En la mordant, je sentis un baiser sur ma bouche. Les textes de Rossetti, comme beaucoup des poètes de ses proches, sont extrêmement hermétiques et parfois franchement incompréhensibles. Et même lorsqu'on parvient à en saisir le sens, on se trouve devant des problèmes autres, qui est celle du rendu. Comment transcrire en français ces poèmes, puisqu'ils jouent sur différents niveaux de langue. En particulier, il y a beaucoup d'archaïsme, il y a beaucoup de fausses imitations de surcroît. Il y a imitation, en plus, sont de fausses imitations d'un langage médiévalisant. Donc c'est un monde complexe, et un monde où visiblement Rossetti renverse d'une certaine manière, ou pervertit la problématique de la Vita Nuova de Dante. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien où situe le monde divin, l'amour divin, et le monde terrestre, et donc le monde charnel. Hein. Il y a un mysticisme qui subsiste et qui est très fort, mais qui toujours ramène quand même à une sensation, à des sentiments qui n'ont plus rien de franchement religieux. Est-ce qu'il y a des traces de sexualité dans les poèmes, par exemple? Est-ce qu'il y a des métaphores sexuelles? Est-ce qu'il y a des visions? Ah oui, oui, il y a un poème où il montre
très très nettement, si vous permettez, l'accouplement. Il montre très nettement, et il montre très nettement les approches physiques. Et c'est Jane. Il ne le dit pas, mais c'est Jane. D'après les dates, c'est Jane. Jacques de Langlade. Là aussi, c'est exceptionnel. Et je crois que ça confirme cette rêverie. William Morris a été le premier mari de Jane Morris. William Morris était en extase devant Dante Gabriel. Non. William Morris était en extase devant son suzerain. Toute la partie moyenâgeuse de référence des pré-raphaélites faisait que William Morris savait que Dante Gabriel, son suzerain, avait, si vous me passez l'expression, le droit de cuissage sur Jane. Et quand il dit que les corps se séparent comme se séparent les pétales d'une fleur, l'image poétique est assez jolie, mais les Américains ne s'y sont pas trompés. Les Américains, quand ils ont vu arriver les poèmes de Dante Gabriel, ils ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que ces corps qui se séparent? Pour se séparer, il fallait naturellement qu'ils fussent unis préalablement. » C'est inimaginable. Et tout le poème de Found, où c'est en fait l'histoire de cette fille de la campagne, c'est probablement Fanny Cornforth, qui est une prostituée, et où l'angoisse du fiancé. Et là aussi, il y a une toile, Found, et un poème, et l'angoisse du fiancé, et la menace du fiancé, et le poids de la faute sexuelle est extrêmement net dans... J'ai pas en mémoire tout le House of Life, mais enfin, il y en a énormément. Qu'est-ce qu'il cherche dans l'amour, selon vous? Je crois que si on a lu la littérature et la poésie du 19e et on comprend bien le contexte, le cadre et ce que, vous savez bien, c'est appelé The Other Victorians, les autres victoriens, toute cette histoire des règles, des contraintes, d'hypocratie, la prostitution à l'époque. On savait que la femme, c'était le centre des plus grands débats sur la morale, la société même et le dépassement de ces morales, de cette société. C'était la promesse d'une jouissance inespérable avec tout ce que la société pourrait apporter dans la punition et la mort qui suivait. On n'a que penser dans un autre sens du sort de Oscar Wilde, du sort d'un compatriote, un collègue de Rossetti qui s'appelait Simeon Solomon, pour voir qu'en effet tout était vraiment danger dans ces histoires de l'amour à l'époque victorienne. Alors, dans les deux œuvres poétiques et plastiques, il y a une déchirure. Enfin, il y a la déchirure de la chair, la déchirure de l'esprit. Et cependant, il y a quand même, dans la recherche du visage, que ce soit le visage d'Elisabeth ou de Jane, une sublimation. On ne voit pas transparaître la souffrance. On ne le voit pas, mais c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer justement avec beaucoup de mal. On sent comme une tension extrême, hein, des corps, des regards, des expressions sur le visage de ces femmes, parce qu'on parle d'elles, qui est énorme. Les poses sont totalement inconcevables. Dans la plupart des cas, soit elles sont totalement abandonnées à l'anguille, soit elles sont placées dans des positions à soutien pour un modèle. D'ailleurs, Jane Morris a fini par souffrir de maux extrêmement graves à cause de ces longues séances de pause. Hein, il faut dire aussi qu'à l'époque, ces séances se prolongeaient sur des semaines, des mois. C'était extrêmement long et fastidieux. Que Rossetti travaillait lentement et de manière capricieuse, qu'il était cyclotimique, il était atteint de crises de mélancolie extrêmement profondes et graves, que son caractère se détériorait. Donc voilà, tout ça était très pénible. Mais c'est vrai que la souffrance n'était pas décrite.
Hein, c'était aussi une des choses importantes de ce type de peinture, comme que c'était exactement la même chose dans le monde de la langue lorsqu'il écrit des poèmes. Les choses ne sont jamais dites directement, donc elles passent toujours par des truchements, par des émissaires, par des intermédiaires, qui soient sémantiques ou symboliques. Hein. Mais quand on prend l'exemple de Jane Morris, on ne voit jamais une représentation de ce modèle qui soit heureuse, dans le sens où il y a une plénitude. Il y a une plénitude extérieure, c'est-à-dire dans le faste, même l'excès, c'est même trop fort de tout ce qui peut entourer cette femme, c'est-à-dire ses vêtements, dans ce qui l'enveloppe, et puis de l'univers qui l'entoure et qui l'oppresse très souvent. Il faut voir que la plupart de ces œuvres sont des œuvres claustrophobes. Hein. On est toujours dans des intérieurs avec énormément de tentures. Et s'il y a une fenêtre, elle va donner sur quelque chose d'extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais une ouverture avec une vista, une perspective, qu'on peut en avoir. Si le jardin, il est fermé. Le jardin est toujours fermé. On est dans un monde dont on ne sort pas. Hein. Et les thèmes que Rossetti va choisir, ça va être souvent des thèmes, par exemple, liés à l'histoire de Merlin, l'Enchanteur, où on se retrouve enfermé dans la forêt, par exemple, ou au thème dantesque de la Pia des Ptoloméi, qui est enfermée par son mari dans un donjon. Enfin, toute cette accumulation de choses fait que tous ces personnages se trouvent prisonniers du monde. The blessed damozel leaned out from the gold bar of heaven. Her eyes were deeper than the depth of waters, stilled at even. She had 3 lilies in her hand, and the stars in her hair were 7. La demoiselle, hélas, se penche hors l'appui d'or du paradis. Ô calme, ses yeux de pervenche étend en eux approfondis. 3 lys pâlissent sa main blanche, 7 astres en sa tresse ourdie. Her robe, ungirt from clasp to hem, no wrought flowers did adorn, but a white rose of Mary's gift, for service meetly worn. Her hair that lay upon her back was yellow, like ripe corn. Sa robe, dès son sein, s'ordonne en plis, sans art, simple et sûr. Rien qu'une rose, la Madone l'a réservée à ses doigts purs, sa chevelure s'abandonne d'or jaune, couleur des blés mûrs. Qui est le modèle de la demoiselle élue? Ben, c'est Alexa Wilding. C'est curieusement, ça devrait être une synthèse de Elizabeth Siddal et de Jane Morris. En fait, c'est Alexa Wilding qui a été l'une des maîtresses occasionnelles de Dante Gabriel. Et que fait-elle dans le poème? Dans le poème, elle est la Béatrice de Dante, bien sûr, et elle attend curieusement les âmes qui montent au ciel, celles de Dante et celles des autres qui la longent comme des flammes, comme l'écrit Dante Gabriel. Et dans le même temps, elle regarde le poète qui, lui, est étendu au sol, comme dans la toile, et dans le poème, c'est la même chose, et elle est penchée à la barrière du ciel, et curieusement, cette barrière du ciel se réchauffe sous la chaleur de sa poitrine. Donc il y a un mélange ciel et terre qui est tout à fait intéressant, et naturellement, à la fin du poème, le charme est rompu de nouveau, et le poète reste sur la terre et il entend dans les sphères lointaines résonner la voix de cette Béatrice, Alexa Wilding ou Jane Morris ou Lizzie Siddal, probablement symbole de toutes ces femmes qui ont traversé et embelli sa vie. Déjà en 1875, il était sujet à des crises de folie et de dépression, il avait le délire de la persécution. Il vivait cette super maison Tin House de Chelsea au sud-ouest de Londres.
Et il voyait des fantômes un peu partout. Il voyait le fantôme de Lizzie Sidal, il entendait pleurer un enfant qu'il n'avait jamais eu. Enfin, il est mort à Birchington-on-Sea en 1882 et dans les bras de sa mère d'ailleurs, et dans les bras de Fanny Cornforth qui est restée fidèle. Et c'est Fanny et Jane qui sont venus fleurir, pas ensemble, qui sont venus fleurir sa tombe, qui est toujours à Birchington-on-Sea, qui est sur la côte est de l'Angleterre, sur la mer du Nord. I saw her smile, but soon their path was vague in distant spheres, and then she cast her arms along the golden barriers, and laid her face between her hands and wept. I heard her tears. Je la vis sourire, sans trace. Le vol s'efface aux profondeurs. Alors, elle étendit aux grâces sur la pluie d'or ses bras de fleurs, posa sa tête dans ses mains lasses et pleura. J'entendis ses pleurs. Caroline et Sarah, vous avez absolument tenu à nous entraîner dans un pub. Vous ne vouliez plus regarder les toiles de Rossetti. Alors, quels seraient les grands moments dans la vie de Rossetti ou quels seraient les grands signes iconographiques qui pourraient intéresser le champ analytique? Pour moi, l'exhumation du corps de Lizzie Sidal pour récupérer ses poèmes, c'est peut-être le moment où la vie publique et la vie privée se sont plus intimement mélangées dans la manière la plus troublante. Évidemment, j'imagine que ces femmes se considéraient comme ayant achevé leur immortalité par sa peinture avant d'expirer, qui n'a rien à faire avec leur propre douleur. Mais cette histoire d'exhumation, qui était quand même une chose liée avec les histoires de corps dérobés, etc. à l'époque, c'est tout à fait troublant. Et comme signe iconographique? Alors, il y a l'aquarelle qui est Dante, qui voit Béatrice sur son lit de mort, si je ne me trompe pas, Caroline. Je sais que c'est entouré de pavans, que j'ai trouvé en reproduction dans un marché quand j'avais 16 ans ou quelque chose comme ça, que je trouvais ça toujours... De pavots? De cette aquarelle de Dante qui regarde Béatrice dans son lit de mort, tout semé de pavots. Oui, c'est une aquarelle très troublante qu'il a voulu élaborer en toile. Est-ce qu'il a terminé cette toile, Caroline? Oui, à Liverpool. Ça se trouve à Liverpool. Le fait de la drogue, de cette vie qu'on ne comprend pas, que personne ne peut dire au fond à qui il vit, quelles sont ses relations sentimentales, ce qu'il fait, ses fréquentations coûteuses pour l'époque, de gens extrêmement connus, je le répète, c'est ça peut-être leur aspect scandaleux. Et l'aspect scandaleux, c'est d'avoir fait passer ces visions quand même chargées d'une sensualité on ne peut plus évidente, d'avoir fait entrer ça dans les grandes demeures bourgeoises de l'époque, ça paraissait curieux. Il annonce Oscar Wilde? Il annonce en tout cas, oui, enfin il l'annonce pas, mais en tout cas il ouvre la porte à ce qui va être la décadence, même si ces deux mondes déjà, c'est ce qu'on appelle les 90s en Angleterre, hein, donc ce qui serait pour nous la belle époque, est un monde qui va tirer beaucoup de choses des préraphaélites et de Rossetti en particulier, mais déjà c'est un autre univers. Mais je crois que s'il n'y avait pas eu les préraphaélites avant eux, ce monde-là aurait eu du mal à exister, parce que alors eux ils vont verser dans certains excès qui seront d'ailleurs réprimés violemment, soit l'érotisme échevelé de Burnside, soit l'affirmation, enfin la reconnaissance de son vice, on pourrait dire, d'Oscar Wilde qui va conduire à sa perte, perte physique, morale, au procès, à la déchéance, à l'exil. Enfin, cette histoire est quand même catastrophique, hein, c'est quelque chose de terrible et cet homme va en mourir.
eux ont permis qu'en tout cas que des personnalités comme celle-là puissent affirmer des choses qui n'ont pas pu l'être du tout en fait. Merlin Holland, nous sommes dans votre maison à Londres et vous êtes le petit-fils d'Oscar Wilde. Est-ce que selon vous, vous voyez une sorte de passage entre l'œuvre de Rossetti, l'œuvre des pré-raphaélites et Oscar Wilde, l'esthétique, l'imaginaire d'Oscar Wilde? Dire que c'est un passage entre les deux, c'est peut-être trop dit. Certainement, Oscar Wilde avait été influencé beaucoup par les pré-raphaélites. Il a beaucoup lu, suivant ses contemporains à Oxford lorsqu'il était là. Il passait la plupart de son temps, disant à toute apparence, à ne pas travailler, à lire les poètes pré-raphaélites. Et certainement, entre eux, c'était Rossetti. Il a subi, après sa mort, les critiques de certaines personnes qui ont dit, certainement après sa mort et aussi durant sa vie, certaines critiques de copier involontairement, disons, les poètes qu'il avait lus. Mais il y a certains poèmes qui on montre un peu critiquement, on dit ah bah ça c'est Rossetti tout pur, mais refait par Wilde. Merlin Holland, ce n'est quand même pas par hasard que vous portez un prénom comme Merlin. C'est tout à fait par hasard. C'est mon père. Je ne sais pas. Il était d'ailleurs mais assez malcontent lorsqu'il a découvert. Où il a réalisé plutôt plusieurs années après ma naissance, quand il m'avait donné le nom, que Merlin de légende a dû être le fils du diable, quoi, en réalité. Rossetti a beaucoup lu à la fois Dante et aussi le roi Arthur. Oui, c'était une chose qui intéressait beaucoup mon père. Il avait, il n'a pas fait une grande étude sur la légende arthurienne, mais ça l'intéressait beaucoup. C'est peut-être à cause de ça qu'il avait choisi le nom Merlin. Alors vous, comment est-ce que vous voyez une continuité entre Rossetti et Oscar Wilde? Eh bien, je vois une certaine continuité de sensualité qui avait commencé avec les pré-raphaélites, une sensualité un peu soutenue, un peu soudie. Il n'y a pas l'expression très très directe. Il y a beaucoup de sous-entendus. Pervers. Oui, si on lit, comme on dit en anglais, entre les lignes, on voit oui, certainement un peu scandaleux, mais c'est l'impression surtout. L'œuvre de Wilde, si vous prenez certaines de ses œuvres, les soi-disant contes de fées, qui n'étaient pas pour lui les contes de fées, mais plutôt les contes pour n'importe qui, pas nécessairement pour les enfants, le prince heureux, etc. Si vous voyez aussi bien le portrait de Dorian Gray, le langage qu'il emploie, c'est peut-être pas trop dit de le décrire comme le langage de la peinture. C'est plein de couleurs, c'est plein de bijoux, de joyaux, enfin de choses un peu mythiques, un peu exotiques. On pourrait peut-être dire qu'il y a certains de ces descriptions dans le portrait, le prince heureux, aussi bien l'anniversaire de l'infante, qui sont un petit peu comme une peinture pré-raphaélite, mais exprimée dans les mots, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un pilier de feu pour les quelques-uns qui l'ont connu.
Dante Gabriel Rossetti a vécu à l'écart des ragots et des cancans d'un âge superficiel. Il n'a jamais eu commerce avec les marchands pour son âme, ni apporté ses marchandises sur la place du marché pour que l'oisif puisse rester bouche bée devant. Aussi passionné et romantique qu'il ait été, il y avait dans sa nature quelque chose qui tenait d'une austérité extrême. Il aimait la réclusion et haïssait la notoriété, et il aurait tremblé à l'idée que, quelques années après sa mort, il allait figurer dans une série de biographies populaires, prises en sandwich entre l'auteur de Pickwick et le grand lexicographe, Oscar Wilde. Il a un petit peu le pressentiment de la tragédie qui va suivre. Il voit peut-être dans son caractère les fautes, les éléments déjà de la tragédie. Et il se compare peut-être dans cette revue avec Rossetti, il y a la pureté de Rossetti, comme il le voit au moins. Et il n'y a pas de comparaison directe, mais on voit, lisant un petit peu, comme je vous ai dit, entre les lignes, que Wilde peut-être se critique d'avoir trop vendu son âme. Une vie, une œuvre, Dante Gabriel Rossetti. Une émission de Jean Dève et de Jean-Claude Loiseau. Warmed by her hand and shadowed by her hair, as close she leaned and poured her heart through thee, whereof the articulate throbs accompany the smooth black stream that makes thy whiteness fair. Sweet fluttering sheet, even of her breath aware. Oh, let thy silent song disclose to me that soul wherewith her lips and eyes agree, like married music in love's answering air. Gérard Georges Lemaire, Sarah Wilson, Carolina Scott, Jacques de Langlade, Merlin Holland. Texte lu par Joséphine Hagville, Marie Gare, Peter Vizard. Extrait de Dante Gabriel Rossetti par Jacques de Langlade, Mazarine éditeur. Préraphaélite par Gérard Georges Lemaire, Bourgois éditeur. La Demoiselle élue aux éditions du Léraud. L'ennemi 1989, Rêve victorien, réuni par Georges Gérard Lemaire, Bourgois éditeur. Enregistrement et mixage, Valérie Lavallard, Gilles Pézéra, Guy Sonneau.